Bienvenue à tous et toutes dans ce 3e épisode de notre voyage dans le temps. Nous allons maintenant explorer la dernière section de l'exposition Chronorama, qui regroupe des photos prises entre les années 60 et 70. Si vous êtes déjà au Palazzo Grassi, rendez-vous au 2e étage. Si vous n'êtes pas encore arrivé sur place ou que votre visite n'est encore qu'en projet, laissez-vous guider par ce récit et par votre imagination. Nous nous trouvons à présent devant une photographie qui date de 1966. Regardons-la attentivement. Cette photo est d'Irving Penn, un des photographes les plus importants de l'histoire de Vogue, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode précédent. Les deux sujets qu'on voit sur cette photo sont une femme et un enfant. Il s'agit de Susan Sontag et son fils David Sontag-Riff. Un portrait photographique de la critique et philosophe Susan Sontag ne peut que procurer un instant de vertige quand on songe que Sontag est l'auteur de l'essai Sur la photographie, un texte écrit en 1973 qui reste une des analyses les plus riches et perspicaces jamais développées sur la nature du médium photographique. David Sontag-Riff est né en 1952 de l'union de Susan Sontag et du sociologue Philip Riffe. Ils s'étaient mariés 2 ans plus tôt, quelques jours seulement après s'être connus. Sontag n'avait alors que 17 ans. Le couple se sépare en 1958, après quoi Susan aura plusieurs autres relations, jusqu'à sa longue histoire d'amour avec la célèbre photographe Annie Leibovitz. En 1966, David avait donc 14 ans. Il y a quelque chose de magique dans ce portrait de la mère et son fils par Irving Penn. Dans son essai, Sontag écrit que les photographes sont les promoteurs actifs de la nostalgie. Pourtant, dans le cas du portrait en question, on ne perçoit rien de nostalgique. Les deux personnages, cadrés en plan rapproché poitrine, s'offrent à l'objectif avec une sincérité et une transparence particulières. Ils sont là, vivants, et nous regardent non pas du passé, mais du présent. Ils semblent resplendir comme 2 belles pommes posées sur un plateau. Susan est une jeune maman, attirante, avec une allure d'intellectuelle. David, qui porte une veste avec un motif à chevrons, une casquette et une longue frange lui tombant sur les yeux, a tout l'air d'un sympathique rebelle en herbe. Sa mère, protectrice, le tient par les épaules. L'enfant qui est encore en lui semble bien accueillir le geste maternel, mais on sent déjà qu'y affleure le germe de l'adolescence et partant la naissance d'un désir d'autonomie. Cette photo est de celle qui laisse apparaître non seulement la nature profonde d'une relation, mais aussi une phase particulière de cette relation. S'il est une période du XXe siècle où la machine du mythe et du glamour a été particulièrement active, il s'agit plus précisément d'une décennie, les années 60. À cette époque, la rédactrice en chef de Vogue États-Unis, Diana Vreeland, est déjà conseillère en style de Jackie Kennedy. Avec Vreeland, le magazine va s'ouvrir à une présence afro-américaine plus marquée. Le panthéon de Vogue va accueillir des figures comme l'écrivain James Baldwin, le joueur de tennis Arthur Ashe, les chanteuses Roberta Flack et Dionne Warwick. Parmi les plus de 400 photos exposées au Palazzo Grassi, on trouve aussi une photo des Beatles en 63 et, évidemment, comme en réponse, un portrait de Mick Jagger, la voix des Rolling Stones. La société mondaine et l'abandon de ces années-là, le cinéaste qui les a le mieux racontés est sans nul doute Federico Fellini. À lui et à sa femme Giulietta Masina, Irving Penn a dédié un magnifique double portrait. Allons le voir de près. Cette photo a été publiée sur Vogue en 1965, 5 ans après la sortie de la Dolce Vita,
qui a valu à Fellini la Palme d'Or de Cannes en 1960. Ma ecco il momento più atteso. La Palma d'Oro va a Federico Fellini per la sua ormai celeberrima La Dolce Vita. La decisione ha sorpreso parecchi critici e spettatori. Il film infatti aveva suscitato in Francia violente polemiche. Alcuni lo avevano definito un film fallito, altri lo avevano esaltato come un capolavoro. Comunque è indubbio che Cannes ha voluto premiare... Le portrait de Fellini et Giulietta Massina par Irving Penn conquiert le spectateur par ses jeux de symétrie. Essayons de le décrire. Le visage de Fellini occupe la moitié inférieure de la photo. Massina, qui en occupe la partie supérieure et surplombe son mari, l'enveloppe de ses deux bras et croise les doigts de ses mains posées sur l'épaule de Federico, refermant ainsi son étreinte. Les mains de Fellini aussi sont jointes, et ses doigts aussi s'entrecroisent, comme ceux de quelqu'un qui prierait. Mais c'est Giulietta qui regarde vers le haut, au-dessus du bord supérieur de la photo. C'est elle qui semble être en état de contemplation, ou en quête d'une inspiration métaphysique. À l'inverse, le regard de Fellini est droit, totalement concret. Il fixe l'objectif, presque avec ostentation. Son regard est si ferme et résolu qu'il démentirait presque sa réputation de grand rêveur étourdi et mélancolique. Les yeux qui nous regardent sont ceux d'un détective qui cherche à comprendre si l'interpellé est coupable ou pas. À moins que Fellini ne cherche à nous hypnotiser. Pendant ce temps, Giulietta regarde ailleurs. Io mi auguro che anche questo ultimo film, Le notti di Cabiria, che daranno domani sera in un cinema qui, all'Imperio, abbia lo stesso successo e abbia la stessa accoglienza che ha già avuto La Strada. E ancora un affettuosissimo abbraccio al pubblico di Lisbona, al pubblico portoghese in generale e in modo particolare agli ammiratori di Gelsomina e di Fellini. Parmi les nombreux motifs évoqués par Fellini dans la Dolce Vita, il y a le rapport entre beauté et décadence, également au centre de La mort à Venise, le roman de Thomas Mann adapté au cinéma en 1970 par Luchino Visconti. Gustav von Aschenbach, le héros du roman et du film, est un compositeur qui loge dans une suite sur le Lido de Venise et tombe platoniquement amoureux d'un jeune Polonais de 14 ans nommé Tadzio. Pour lui, le garçon incarne un idéal de beauté classique et absolue. Le casting de Luchino Visconti pour ce film fut particulièrement long. Et puis, soudain, un certain Björn Andresen apparut devant lui. C'était un garçon de 15 ans, d'origine suédoise, avec une histoire familiale compliquée. Andresen n'a jamais connu son père. Sa mère s'est suicidée quand il avait à peine 11 ans. L'exposition Chronorama comprend une photo de Björn Andresen prise en 1970 sur le tournage vénitien de Visconti. Rapprochons-nous de cette photo. On y voit un petit garçon blond, nordique, avec des traits si délicats que son visage semble une esquisse dessinée au crayon. Ses cheveux sont humides et ébouriffés après un bain de mer, et il affiche un sourire hésitant où on lit à la fois de la timidité et de l'insolence. Il aurait notamment inspiré à la dessinatrice japonaise Ryoko Ikeda, des années plus tard, le célèbre personnage de Lady Oscar, créature de sexe féminin qui, depuis l'enfance, s'habille et se comporte comme un homme. La beauté immortalisée dans la photo exposée est la cause de la malédiction qui a accompagné Björn Andresen toute sa vie. 50 ans plus tard, celui qu'on a appelé « le garçon le plus beau du monde » a raconté dans un documentaire intitulé « L'Ange blond » que sa participation au Festival de Cannes, en 1971, fut un véritable cauchemar. À un moment délicat de sa croissance, Björn était devenu l'objet de désirs malsains. On lui faisait des cadeaux, on lui dédiait des poèmes. Aussi contraire au sens commun que cela puisse paraître, la beauté et la grâce qui illuminent l'image exposée ici n'ont pas été pour Björn un avantage, ni un privilège, mais la cause d'une série de difficultés et de fragilités personnelles qui, ajoutées à son enfance cruelle, l'ont conduit à l'alcoolisme et à la dépression.
La photo a été prise par le photographe anglais David Bailey, l'auteur du portrait de Mick Jagger dont nous parlions. David Bailey est connu pour avoir été le photographe des Swinging Sixties, une saison de la vie culturelle londonienne qui s'est déployée entre la moitié et la fin des années 60 et dont les valeurs étaient l'optimisme, la légèreté, l'hédonisme et l'enthousiasme, comme le suggère le terme de swinging lui-même, qui renvoie à une idée du bonheur entendue comme une instabilité et un mouvement perpétuel. C'est de David Bailey que s'inspire le personnage de Thomas, le photographe roulant en Rolls-Royce blanche du film Blow Up de Michelangelo Antonioni. L'exposition présente plusieurs photos de David Bailey. À travers son travail, on peut reparcourir les moments heureux d'une décennie exceptionnelle faite de mondanité, de désinhibition, de personnages d'une allure folle et de divas en tout genre, jusqu'à ce qu'elle ne trébuche sur une histoire contrariante, celle de Björn, qui met en lumière les ambiguïtés et contradictions du star system. Une autre photo présentée à l'exposition est en absolu contraste avec le physique mince et évanescent de Björn Andresen. Celle, en pied, d'un athlète de bodybuilding de 28 ans, Arnold Schwarzenegger, le futur Terminator. L'auteur en est le photographe et documentariste George Butler. L'image est parue en 1975. Ici, Schwarzenegger pose en slip sur le toit d'un bâtiment. À l'horizon, on entrevoit 2 autres immeubles. Les muscles du culturiste dialoguent avec les lignes austères et rationnelles de l'architecture de ces édifices et du reste de la ville qu'on imagine hors champ. On assiste là à l'apparition d'un nouveau canon esthétique, une nouvelle forme de beauté, sculpturale et excessive, qui va connaître un succès grandissant à partir des années 80. Cette culture de l'obsession du corps perdure encore de nos jours. La photo de Butler est de 1975, mais elle nous projette dans le présent. La mode et la beauté, dans les années 70, furent marquées par un surcroît d'érotisme et une forte tendance à la provocation. Le célèbre photographe berlinois Helmut Newton compta parmi les interprètes les plus significatifs de cette nouvelle atmosphère. À l'époque, Newton avait déjà passé la cinquantaine et il avait été affaibli par un infarctus survenu dans la rue à New York. En dépit de cela, ces photos des années 70 traduisent le désir tenace de toujours expérimenter d'un esprit encore jeune et ouvert. Dans une photo prise à Saint-Tropez en 1975 apparaît Lisa Taylor, à l'époque un mannequin régulier dans les pages de Vogue. Taylor est assise sur un divan. Devant elle se trouve un homme qui porte un pantalon élégant, mais qui est autrement torse nu. Le personnage central de la photo est leur regard, direct, qu'elle pose sur lui. La force de l'image est tout entière dans les yeux bleus de la jeune femme, animée par un désir et une détermination quasi prédatrices. Aujourd'hui, le renversement des rôles hommes-femmes représenté ici peut paraître banal, mais dans les années 70, c'était une idée moderne, en rupture avec les codes usuels. Allons voir une dernière photographie qui mérite notre attention, en partie parce qu'elle est très différente de la grande majorité des photos de l'exposition. Cette image, réalisée en 1972, est d'Irving Penn. Cette fois, les personnages centraux ne sont pas des êtres humains. Nous sommes devant 2 mégots de cigarettes, sales et racornis. Ces 2 mégots ont été posés sur une surface et photographiés d'en haut, en très gros plan. C'est une espèce de nature morte. Les 2 mégots forment à présent un véritable paysage de bosses et de cratères et de séduisantes nuances de gris. Penn invite l'observateur à regarder de très près, sans préjugés, une matière qui est la quintessence de la chose sans valeur, une chose de rien, jetée après usage, un déchet.
Le photographe nous exhorte à entrer en empathie avec ce qui est devenu déchet, ce qu'on piétine sans le voir. Il nous engage à poser un regard neuf sur quelque chose qu'en général, par habitude, par manque d'attention, on refuse de voir. Il nous enjoint, en somme, d'utiliser vraiment l'instrument photographique, de tirer pleinement le bénéfice de tout ce que la photographie nous offre, d'entendre enfin son enseignement le plus radical, exercer notre regard et être et demeurer toujours humain.